je me dis pourquoi pas faire une deuxième version où on présenterait les 12 meilleurs boxeurs, mais cette fois-ci des années 1900 à 1960. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Et qui de mieux pour cet exercice que notre cher Vincent, l'encyclopédie de la boxe. Il n'est pas au courant, il verra ça dans la vidéo, donc Vincent, si tu passes par là, laisse-nous un petit commentaire si tu es OK et tu auras carte blanche. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réponds au défi de notre ami JC qui, après avoir fait sa propre vidéo sur les 12 meilleurs boxeurs, m'a demandé de faire une vidéo sur les 12 meilleurs boxeurs de l'ère mythologique, c'est-à-dire de l'ère avant 1960. C'est une ère où, on le sait, il n'y avait aucune fédération mondiale, contrairement à aujourd'hui. En revanche, il y avait un seul titre de champion du monde, unique et linéaire, et qui était reconnu par tous. C'était une époque vraiment différente. Premièrement, comme je vous l'ai dit, il y avait un seul titre mondial, malgré le fait qu'il y ait des fédérations européennes et américaines qui essayaient de créer leur propre titre. Il y avait également moins de catégories de poids. La pesée était effectuée le jour J, juste avant de monter sur le ring. La durée des combats était allongée, la taille des gants était différente, les équipements étaient différents, les moyens médicaux étaient beaucoup plus restreints, les arbitres étaient beaucoup plus laxistes sur les blessures qu'ils ne le sont aujourd'hui, et les combattants y boxaient jusqu'à 10 fois par an ou plus, même quand ils étaient champions du monde. Il faut aussi savoir que le marché de la vidéo était très restreint et difficile d'accès. Par conséquent, il y avait peu de possibilités pour étudier l'adversaire, en plus dans un court laps de temps qu'il y avait entre les combats. Donc, ils prenaient les combats sur le tas et il fallait s'adapter sur le ring. À cette époque-là, la boxe, elle était sur le toit du monde, mais c'était une époque franchement inhumaine qui était beaucoup plus proche de la gladiature que du sport de haut niveau, très honnêtement. Avant de commencer mon top, je tiens aussi à préciser qu'au début du XXe siècle, entre 1900 et les années 1920, la boxe elle était extrêmement prolifique. Il y avait énormément de combats et l'organisation n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, il y a beaucoup de ces combats qui n'ont pas été sanctionnés par des organismes officiels. Si ces affrontements ils allaient à la limite, généralement la décision elle était rendue par un ou plusieurs journaux sportifs. Par conséquent, aujourd'hui, ces combats ils ne sont pas considérés comme homologués, à moins qu'il y ait eu un KO et dans ce cas-là, une victoire sans contestation possible. Si vous regardez sur BoxRec, vous verrez que ces combats en newspaper décision, c'est-à-dire décision par des journaux, ils sont bel et bien listés. En revanche, vous remarquerez qu'ils ne sont pas comptabilisés dans le record final qui apparaît tout en haut de la page du boxeur. C'est pourquoi, pour certains combattants que je vais citer dans ce top, je citerai le palmarès homologué et le palmarès non homologué. Sur ce, vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 12, Rocky Marciano. Américain né le 1er septembre 1923. Il a été champion du monde des poids lourds entre 1952 et 1956. Si on regarde le tableau de chasse de Marciano, on va trouver des grands noms. Il a battu Jersey Joe Walcott, Ezzard Charles, Archie Moore, Joe Louis ou encore Roland Lastarza. Il a fini avec un palmarès parfait de 49 combats, 49 victoires, 43 par KO et donc 0 défaite. Il faut aussi savoir qu'il a été élu 3 fois boxeur de l'année, en 1952, en 1954 et en 1955. Il a également participé à 3 combats de l'année, le premier en 1952 contre Jersey Joe Walcott, le second en 1953 contre Roland Lastarza et le dernier en 1954 dans son combat revanche contre Ezzard Charles. Rocky Marciano, ça a vraiment été une icône des années 50. Ce qui était fascinant avec lui, c'est que ses adversaires, ils pouvaient adopter la meilleure des stratégies face à lui. Ils étaient toujours rattrapés par les lois de la physique, ces mêmes lois auxquelles Marciano, lui, il semblait échapper. Numéro 11. Tony Canzoneri, américain né le 6 novembre 1908. Il a été champion du monde des poids plumes, des poids légers et des poids super légers. Par conséquent, c'est le deuxième boxeur de l'histoire à devenir champion du monde dans 3 catégories de poids différentes. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a un seul titre mondial, par conséquent, c'était beaucoup plus difficile de devenir champion dans plusieurs catégories. Si lui aussi on se penche pour son tableau de chasse, c'est assez impressionnant. On trouve les noms de Jack Kidberg, Kid Chocolate, Lou Ambers, Billy Petrolet, Benny Bass, Jimmy McLarnin, Bud Taylor, Johnny Dundee, Battling Shaw, Alberto Arizmendi et même notre Français André Routis. Il a un palmarès de 137 victoires, 44 par KO,
24 défaites et 10 matchs nuls. Ça, c'est son palmarès homologué. Si on se fie maintenant au palmarès non homologué, on arrive à 141 victoires, toujours 44 par KO donc, 24 défaites et 10 matchs nuls. Donc ça ne le change pas vraiment de son record homologué. Il a été boxeur de l'année en 1934 et il a également participé à un combat de l'année en 1932 face à Billy Petrollet. Numéro 10, Jimmy Wilde, gallois, né le 15 mai 1892. Ça a été le premier champion du monde de l'histoire des poids mouches et il a régné dans cette catégorie pendant 7 ans. Si on se fie aux critères actuels, Jimmy Wilde aujourd'hui il boxerait en poids paille. Sauf que le problème, à l'époque, les poids mouches étaient la plus petite catégorie et par conséquent, il était contraint de boxer des adversaires qui souvent étaient plus lourds que lui. Paradoxalement, c'est sûrement ça qui a permis d'aligner des séries aussi impressionnantes, parce que son physique chétif dissimulait un punch ravageur et beaucoup de boxeurs se sont sans doute laissés complètement berner par ça. La preuve en est qu'il est resté invaincu pendant 103 combats, ce qui est un record absolu. Si on se penche sur son tableau de chasse à lui aussi, on a Tansili, Sid Smith, Young Zulu Kid, Memphis Palmour, Joe Lynch ou Joe Simons. Il termine avec un palmarès de 131 victoires, 98 par KO pour seulement 3 défaites et un match nul. Le palmarès non homologué, on est à 137 victoires, donc toujours 98 KO, seulement 4 défaites et un match nul. Il est généralement considéré comme le meilleur poids mouche de tous les temps et il faut savoir que Ring Magazine en 2003 l'a classé 3e plus grand puncher pound for pound de tous les temps. Il faut aussi savoir qu'il y a un gros flou sur sa carrière et que tous les combats auxquels il a participé n'ont pas été comptabilisés. Selon la légende, il aurait disputé plus de 800 combats. Mythe ou réalité, ça c'est à vous de choisir. Numéro 9, Gene Tenace, américain né le 25 mai 1897. Il va avoir une très grosse carrière chez les mi-lourds. Pour autant, il n'obtiendra jamais de chance mondiale dans cette catégorie. Car il faut savoir qu'à l'époque, même pour un boxeur blanc, c'était très dur d'obtenir une chance mondiale. Au final, il va finir par l'obtenir en 1926 dans la catégorie reine des poids lourds face à Jack Dempsey qu'il battra. Il devient alors champion du monde des poids lourds et ce jusqu'en 1928. Il faut savoir que Gene Tenace a été un pionnier de la boxe moderne. Ça a été le premier à utiliser des programmes d'entraînement. Et ça a été aussi le premier à utiliser des stats chiffrés de ses performances et surtout, ça a été le premier à utiliser l'étude de la vidéo des combats des adversaires, notamment contre Jack Dempsey. Son tableau de chasse très impressionnant, il a donc battu Jack Dempsey, Harry Greb, George Carpentier, Tommy Loughran, Tommy Gibbons, Battling Lewinsky, Jimmy Delaney ou encore Jeff Smith. Il finit avec un palmarès de 65 victoires, 48 par KO, pour seulement une défaite et un match nul. Le palmarès non homologué est à 80 victoires, une seule défaite et 3 matchs nuls. Il faut aussi savoir que cette seule défaite qu'il a dans son palmarès, c'est face à Harry Greb et il s'en est vengé en battant plusieurs fois Harry Greb derrière. Il a été élu 2 fois boxeur de l'année, en 1926 et en 1928, et il a participé à 4 combats de l'année. Le premier en 1922 contre Harry Greb, le second en 1924 contre George Carpentier, le troisième en 1926 face à Jack Dempsey et le dernier et quatrième face à Jack Dempsey de nouveau en 1927. Numéro 8, Archie Moore, américain né le 13 décembre 1916, bien que certaines sources affirment qu'il serait né en 1913. Il a fait ses débuts chez les poids moyens dans les années 30. Par la suite, il va avoir une énorme carrière chez les mi-lourds durant les années 40 face à ce qui est considéré comme la meilleure génération de cette catégorie. Il obtiendra enfin sa chance en 1952 et il deviendra champion du monde des mi-lourds en battant Joe Maxim. Il avait, selon les sources, 36 ou 39 ans et il va régner sur la catégorie pendant 10 ans jusqu'à 1962. Ce qui veut dire qu'à la fin de son règne, en fonction des sources, il avait 46 ou 49 ans, ce qui pourrait faire de lui le plus vieux champion du monde de l'histoire aux côtés de Bernard Hopkins et justement dans la même catégorie. En parallèle de sa carrière chez les mi-lourds, il a fait également des passages dans la catégorie reine. Il a notamment 2 championnats du monde poids lourd face à Rocky Marciano et face à Floyd Patterson qu'il a perdu. Par la suite, il reviendra en lourd au début des années 60 alors qu'il était quasiment quinquagénaire et il perdra face à Cassius Clay.
le futur Mohamed Ali, et justement à la fin de sa carrière, Ali a décrit Archie Moore comme étant le plus prestigieux combattant qu'il a affronté. Si on regarde le tableau de chasse de Archie Moore, il a battu Joey Maxim, Harold Johnson, Jimmy Bivins, Lloyd Marshall, Coco Akid, Bobo Olzon, Holman Williams, Nino Valdez ou encore Yvonne Durrell. Il finit avec un record de 186 victoires, 132 par KO pour 23 défaites et 10 matchs nuls. Il faut savoir que ces 132 KO, c'est le record de KO pour un championnat du monde et à mon avis, c'est pas prêt d'être battu. Il faut aussi savoir que Archie Moore, après sa carrière de boxe, il est devenu entraîneur et il a notamment entraîné George Foreman et il l'a mené jusqu'au titre mondial. Il fait donc partie des rares personnalités de la boxe à avoir été champion du monde aussi bien en tant que boxeur qu'en tant qu'entraîneur. Il faut également savoir que le Ring l'a classé 4e plus gros puncher de l'histoire dans un classement qu'ils ont établi en 2003. À mes yeux, Archie Moore, c'est vraiment le maître Yoda de la boxe. Numéro 7, Joe Louis, américain né le 13 mai 1914. Joe Louis, il a boxé dans la catégorie reine et il va être champion du monde des poids lourds pendant 11 ans et demi. C'est tout simplement le plus long règne de l'histoire de la boxe, toutes catégories confondues. Joe Louis, il avait une technique révolutionnaire pour son époque, que ce soit au niveau de la défense, des feintes, des remises en contre, mais aussi de son jeu de jambes qu'il utilisait à merveille pour couper le ring à ses adversaires. Sur son tableau de chasse, il a accroché les noms de Jersey Joe Walcott, Max Schmeling, Max Baer, Billy Conn, Buddy Baer, John Henry Lewis, Al McCoy, Jack Sharkey, Primo Carnera ou Jimmy Bivins. Il finit avec un record de 66 victoires, 52 par KO pour seulement 3 défaites. Il a été élu 4 fois boxeur de l'année par Ring Magazine, en 1936, en 1938, en 1939 et en 1941. Faut par ailleurs savoir que ça a été le premier boxeur à être élu 2 fois consécutive boxeur de l'année, ça a été le premier à être élu 3 fois boxeur de l'année et aussi le premier à l'être 4 fois. Il a participé à 5 combats de l'année. Le premier en 1935 contre Max Baer, le second en 1936 contre Max Schmeling, le troisième en 1937 contre Tommy Farr, le quatrième en 1939 contre Bob Pastor et le cinquième et dernier en 1941 contre Billy Conn. Le Ring Magazine l'a également classé plus gros puncher pound for pound en 2003 et beaucoup le considèrent comme le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps. Numéro 6, Edzard Charles, américain né le 7 juillet 1921. Edzard Charles, il a une grosse carrière amateur. Il a fait un sans faute avec 42 victoires en autant de combats. Il a remporté les Golden Gloves chez les poids moyens. Passé pro, il est allé d'abord chez les moyens, puis rapidement il est passé à mi-lourd dans les années 40 où il a boxé face à la meilleure génération de cette division et il les a tous dominés. Paradoxalement, il n'aura jamais de chance pour le titre mondial dans cette catégorie. Il passera finalement dans la catégorie reine des poids lourds et il deviendra champion du monde en 1949 mais sera reconnu champion linéaire seulement en 1950 après avoir battu un Joe Louis qui tentait un combat imprudent. Il régnera jusqu'en 1951, par la suite il fera plusieurs tentatives de reprise de son titre mais sans succès. Si on regarde son tableau de chasse, il a accroché les noms de Archie Moore qu'il a notamment battu 3 fois, Joe Louis, Jersey Joe Walcott, Jimmy Bivins, Joey Maxim, Lloyd Marshall, Elmer Ray, Gus Lesniewicz, Charlie Burley ou encore Teddy Yaros. Il finit avec un palmarès de 95 victoires, 52 par KO, 25 défaites et 1 match nul. Il a été élu 2 fois boxeur de l'année en 1949 et en 1950. Son combat contre Rocky Marciano, son second combat, a été élu combat de l'année en 1954. Ce qui est notable aussi concernant Edzard Charles, c'est le fait qu'en plein milieu de sa carrière, après la mort d'un de ses adversaires Samba Rudi, il a décidé de changer de style. Lui qui était un puncher, il a décidé de devenir un technicien. Et la transition a été faite parfaitement, il est passé de puncher à technicien défensif et il a été bon aussi bien dans les deux styles. Il faut aussi savoir que c'est le seul homme de l'histoire à avoir tenu 15 rounds face à Rocky Marciano. Il est considéré généralement comme le meilleur poids mi-lourd de tous les temps et il est également cité comme l'un des plus grands champions poids lourds. Numéro 5, Willie Pep. Américain né le 19 septembre 1922.
Willy Pep, il a été champion du monde des poids plumes de 1942 à 1948. Puis il redeviendra champion en 1949 jusqu'à 1950. Willy Pep a été un pionnier de la technique, que ce soit au niveau du jeu de jambes, des déplacements, notamment les pivots. Il avait une technique défensive qui était quasi parfaite. On pourrait dire, pour caricaturer, que Willy Pep c'est l'ancêtre de Lomachenko et qu'il était la matrice de l'époque. Sur son tableau de chasse, il a accroché les noms de Sandy Sadler, Sal Bartolo, Chalky White, Manuel Ortiz, Ray Famechon, Jock Leslie ou encore Humberto Sierra. Il a un palmarès de 229 victoires, 65 par KO, pour seulement 11 défaites et un match nul. Il faut savoir que Willy Pep, il a aligné des séries impressionnantes. Il est resté invaincu pendant 63 combats avec 63 victoires. Et après sa première défaite face à Sami Angot, il va enchaîner une nouvelle série d'invincibilité de 74 combats avec 73 victoires et un match nul. Il a été élu boxeur de l'année en 1945. Il a participé à 2 combats de l'année, le premier en 1942 face à Chalky White et le second en 1949 face à Sandy Sadler. Il est généralement cité comme le plus grand boxeur poids plume de tous les temps. Il y a également une légende concernant son combat face à Jackie Graves. Il faut savoir que Pep il se serait vanté d'avoir remporté le 3e round de ce combat sans donner un seul coup de poing. La légende veut qu'il l'ait tellement mis dans le vent et qu'il l'ait tellement ridiculisé sur le ring que les juges lui ont donné le round alors qu'il n'a envoyé aucun coup de poing. Numéro 4, Sam Langford. Canadien né le 4 mars 1886. Sam Langford, il a boxé des poids légers jusqu'aux poids lourds. Il ne sera jamais champion du monde. La raison en est les lois ségrégationnistes de l'époque qui rendaient très difficile la tâche aux boxeurs noirs de devenir champion du monde. Mais il faut savoir que le concernant, il a été également évité par beaucoup de champions noirs de l'époque. Et ceux qui ont accepté de l'affronter, généralement, ils refusaient de mettre leur titre en jeu face à lui. Le 19 juin 1917, suite à son combat contre Fred Fulton, il va subir une blessure irréversible à l'œil et il perdra partiellement la vue. Pour autant, il va continuer à combattre jusqu'à 1926. Si on regarde son tableau de chasse, c'est impressionnant. Il a battu Joe Gans, Stanley Ketchel, Joe Janette, Sam McVie, Harry Wills, Tiger Flowers, Philadelphia Jack O'Brien, Jeff Clark, Gunboat Smith, Ken Norfolk, Jack Blackburn, Young Peter Jackson ou encore George McFadden. Il finit avec un palmarès de 178 victoires, 126 par KO pour 30 défaites et 38 matchs nuls. Si on regarde son palmarès non homologué, on est à 210 victoires pour 43 défaites et 53 matchs nuls. Si on fait le compte, il a disputé plus de 300 combats professionnels, ce qui est juste inhumain. Il est considéré généralement comme le meilleur boxeur à n'avoir jamais été champion du monde. Pour autant, si on regarde sa carrière, il a battu énormément de grands champions en activité, mais à chaque fois, il n'y avait pas le titre en jeu. Ring Magazine l'a également classé 2e plus gros puncher de tous les temps dans son classement de 2003. Il a également été élu par Ring Magazine boxeur de la décennie 1910-1919. Il y a peu d'images de ces combats, mais selon ce que les historiens décrivent, il parle d'un boxeur avec le style à James Toney et le punch à Mike Tyson. Numéro 3, Henry Armstrong, américain né le 12 décembre 1912. Henry Armstrong il commence sa carrière de la pire des manières par une défaite par KO. Mais après ça, il va aligner les séries de victoires. Il sera champion du monde des poids plumes, champion du monde des poids légers et champion du monde des poids welter. Il faut savoir que ça a donc été le 4e boxeur de l'histoire à devenir champion dans 3 catégories de poids différentes. Mais là où c'est d'autant plus notable, c'est qu'il a été champion dans ces 3 catégories en même temps pendant la même année, l'année 1938. C'est le seul boxeur à ce jour à avoir établi cet exploit. Il faut également ajouter que si on regarde son palmarès, il a sauté la catégorie des super plumes et des super légers pour devenir champion dans ce qu'on appelait les divisions glamour. Il n'a pas été loin d'être champion du monde dans 4 catégories quand on voit sa rivalité avec Seferino Garcia qui était champion du monde chez les moyennes dans ces années-là, même si c'est vrai qu'à cette période-là, chez les moyens, il n'y avait pas vraiment de champion du monde linéaire. Il a défendu son titre des poids welter 19 fois. Si on regarde le tableau de chasse, là encore, c'est très impressionnant. Il a battu Barney Ross, Lou Ambers, Baby Arismendi,
Pedro Montañez, Ceferino Garcia, Rodolfo Casanova, Juan Zurita, Piti Saron, Benny Bass, Chalky White, Fritzi Zivik, Sami Engot et même Lou Jenkins. Il se termine avec un palmarès de 149 victoires, 99 par KO, 21 défaites et 10 matchs nuls. Il a été élu boxeur de l'année en 1937, il a participé à 2 combats de l'année, le premier en 1938 contre Lou Ambers et le second en 1940 face à Ceferino Garcia. Il a également été élu boxeur de la décennie 1930-1939. Numéro 2, Harry Greb, américain né le 6 juin 1894. Il faut savoir que concernant Harry Greb, on n'a absolument aucune image de ses combats, ce qui lui confère une aura vraiment mythique. Il a débuté chez les poids moyens avec une technique très primaire qui va affiner au fil des ans et au final il va créer un style particulier qui était un véritable ouragan de coups. Souvent ses adversaires disaient de lui qu'il donnait les coups par millions. Durant sa carrière, il fait le yo-yo entre les poids moyens et les poids mi-lourds. Il fait également partie des boxeurs blancs de l'époque qui, malgré les lois ségrégationnistes, acceptaient d'affronter des boxeurs noirs. D'ailleurs, en août 1921, c'est face à un boxeur noir très connu, Kid Norfolk, qui va subir un décollement de la rétine après que son adversaire y ait enfoncé le pouce dans l'œil. Malgré cette blessure, il continuera pendant 5 ans encore à boxer en ayant bien dissimulé cette blessure. Il obtient difficilement une chance mondiale, mais il finira par devenir champion du monde des poids moyens en 1923 et ce jusqu'à 1926. Si on regarde le tableau de chasse, ça donne le vertige. Il est le seul boxeur de l'histoire à avoir battu Gene Tenney. Il battra également Mickey Walker, Tommy Gibbons qui était alors invaincu en plus de 50 combats, Tommy Loughran, Tiger Flowers, Mike McTwig, Maxie Rosenblum, Al McCoy, George Cheap, Jack Dillon, Battling Lewinsky, Zulu Kid, Kid Norfolk, Jeff Smith, Jack Blackburn, Gunboat Smith et honnêtement je vais m'arrêter là, je ne vais pas tous les citer tellement il y en a. En 1917, il faut savoir qu'il a établi un record. Il a boxé 37 fois dans la même année. Et au final, ça sera pour 34 victoires, pour seulement 2 défaites et un match nul. Entre novembre 1917 et avril 1920, il a établi une énorme série de 77 victoires pour seulement 3 matchs nuls, c'est-à-dire 80 combats d'invincibilité. Entre juillet 1920 et février 1923, là encore, il va avoir une grosse série d'invincibilité de 56 combats avec 53 victoires et 3 matchs nuls. Il finit sa carrière avec un palmarès homologué de 108 victoires, 49 par KO, pour seulement 8 défaites et 3 matchs nuls. Si on regarde maintenant le palmarès non homologué, on est à 261 victoires pour seulement 17 défaites et 20 matchs nuls. Il faut également savoir qu'Harry Grebs a été le premier combattant de l'histoire à être sacré boxeur de l'année par Ring Magazine en 1922. Et il sera par conséquent le premier à être nommé 2 fois boxeur de l'année puisqu'il le sera à nouveau en 1924. Il a également participé au premier combat de l'année en 1922 face à Gene Tenney et il en aura un deuxième en 1925 face à Mickey Walker. Très honnêtement, je dois vous avouer que Harry Grebs, je ne suis pas passé loin de le mettre numéro 1 de cette liste. Seul petit problème qui va peut-être retenu, c'est qu'on n'a aucune image de ce combat. Mais d'un côté, c'est une fois encore ce qui lui conserve son aura mythique. Quelque part, Harry Grebs est à la boxe anglaise, ce qu'Achille est à la mythologie grecque. Avant de passer au numéro 1, je voulais citer quelques mentions honorables de boxeurs qui auraient pu être dans ce top. Je pense notamment à Bob Fitzsimmons, Joe Gantz, Jack Johnson, Benny Leonard, Jack Dempsey, Mickey Walker ou encore Barney Ross. Maintenant, on passe au numéro 1 de la KT. Sugar Ray Robinson, américain, né le 3 mai 1921. Robinson, il va avoir une carrière amateur énorme. Il a fait un sans faute, 85 victoires en autant de combats, 69 par KO, 40 par KO dès la première reprise. Il va remporter les Golden Gloves chez les poids plumes et les poids légers. Et il faut aussi savoir qu'il a battu Willie Pep dans les rangs amateurs. Il passera pro chez les welter et il deviendra champion du monde entre 1946 et 1950. Il est souvent cité comme le meilleur poids welter de l'histoire. Il passera par la suite chez les poids moyens où il deviendra 5 fois champion du monde, ce qui est un record.
Il faut également savoir qu'il a failli devenir champion du monde chez les mi-lourds dans un combat très serré face à Joey Maxime. Si on regarde le tableau de chasse de Robinson, on a d'énormes noms, d'énormes références. Il a battu Kid Gavilan, Jake LaMotta, Carmen Basilio, Rocky Graziano, Jen Fulmer, Sami Angot, Fritzi Zivik, Bobo Olzon, Randolph Turpin, Henry Armstrong qui était en fin de carrière, Marty Servo, Georgie Abrams et on pourrait même citer notre Français Robert Villemem. Il finit avec un palmarès de 174 victoires, 109 par KO, 19 défaites et 6 matchs nuls. Robinson, il a aligné des séries impressionnantes aussi. Il est resté invaincu pendant 40 combats avec 40 victoires. Et après sa première défaite face à Jake LaMotta, il va enchaîner sur une nouvelle série d'invincibilité de 91 combats avec 89 victoires, 56 par KO et 2 matchs nuls. Il a été élu 2 fois boxeur de l'année, en 1942 et en 1951. Il a également participé à 2 combats de l'année, le premier en 1957 face à Carmen Basilio et le deuxième en 1958 toujours face à Carmen Basilio. Ring l'a classé 11e plus grand puncher de tous les temps selon son classement en 2003. Il a été élu boxeur de la décennie 1940-1949, mais il a aussi été élu boxeur de la décennie 1950-1959. C'est le seul combattant de l'histoire à avoir été élu 2 fois boxeur de la décennie. Généralement, il est considéré comme le numéro 1 pound for pound de l'histoire. Et on peut même dire qu'il est celui à l'origine du classement, parce que ses performances sur le ring ont tellement inspiré les écrivains de boxe et les historiens qu'ils se sont décidés à faire ce type de classement pound for pound. Robinson, quand on parlait de lui, on disait que c'était le boxeur parfait qui pouvait tout faire. Et souvent, ses rivaux qui l'ont affronté plusieurs fois disaient que c'était un vrai calvaire, car on ne savait jamais sur quel Robinson on allait tomber. On pouvait très bien tomber sur le technicien qui, avec son jeu de jambes, vous tournait autour, vous tenait à distance avec son jab, rentrait, sortait. Tout comme on pouvait tomber sur le Robinson destructeur qui se rapprochait, venait au corps à corps à coups de crochet et d'uppercut. C'était un superbe athlète. Il a boxé à une époque charnière, cette même époque où il y a eu Willie Pep et Joe Louis qui ont beaucoup changé la boxe, mais lui on peut dire qu'il a vraiment changé la face de la boxe. Robinson, il a inventé la boxe moderne à une époque de gladiateur, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a eu un avant et un après Sugar Ray Robinson dans l'histoire de la boxe. Il a inspiré beaucoup de grands champions, notamment comme Ray Leonard qui reprendra son fameux surnom Sugar, comme Roy Jones Jr. qui a repris son fameux triple crochet du gauche, et bien évidemment comme avec Mohamed Ali qui s'en est inspiré pour son style. Et il faut savoir aussi qu'Ali qui s'autoproclamait régulièrement comme étant le plus grand de tous les temps, il avait avoué dans une interview qu'il plaçait un seul homme au-dessus de lui, c'était Sugar Ray Robinson. Voilà donc pour ce classement donc de l'ère mythologique. Alors oui, j'imagine qu'il y a certains boxeurs que j'aurais pu citer, certains vont me parler dans les commentaires. En même temps, je pense qu'on ne réalise pas souvent que 12 boxeurs, c'est assez peu, vu l'immensité du monde de la boxe. Déjà, être dans un top 100, c'est énorme. Mais alors 12 boxeurs, c'est vraiment très très court par rapport à toute l'immensité, une fois encore, de l'histoire de la boxe. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me donner vous votre top 12 de cette époque, donc de 1900 ou même avant, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, et à me donner donc les noms que vous auriez éventuellement mis dans ce top. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.